Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le 9 janvier, voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé à travers un tweet sa fierté quant au classement à la deuxième place mondiale d'une start-up algérienne sur 12 000 participants à un concours en Chine. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée entre autres à l'examen d'un projet de loi relatif au dessalement de l'eau de mer et aux préparatifs pour le mois sacré de Ramadan 2023. Des instructions ont été données. En application des instructions du président de la République qui veille à accorder aux wilayas nouvellement créés la priorité au vu des opportunités d'investissement, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est en visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'El Mnia. Le Maroc Gate n'a pas fini de faire parler de lui. Dans une enquête publiée, un journal français épingle plusieurs personnalités de haut rang et eurodéputés soudoyés par le Marzen. Un Marzen qui a adopté une politique hasardeuse au détriment des intérêts du pays. Au Maroc, les manifestations se poursuivent. Chan 2022, l'heure est aux dernières retouches. On vous parlera de l'embellissement des 4 stades réservés à ce tournoi continental. Les imprimeries sont à pied d'œuvre. L'exemple ce midi du côté d'Oran où est l'occasion pour les jeunes talents algériens de montrer qu'ils sont à la hauteur des exigences demandées. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans un tweet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa fierté quant au classement à la deuxième place mondiale d'une start-up algérienne. À la jeunesse de la start-up Farm EA, je vous félicite pour la deuxième place mondiale sur 12 000 participants à un concours en Chine. Je suis fier de vous et c'est la nouvelle Algérie à laquelle nous aspirons et des jeunes comme vous y parviendront. Que Dieu vous protège et vous guide sur votre chemin, a écrit le président de la République. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'un projet de loi relatif au dessalement de l'eau de mer. Le président de la République a instruit le gouvernement de relancer et mettre en service l'ensemble des projets de stations d'épuration des eaux usées à l'arrêt au niveau des wilayas. Élaborer un plan pour la généralisation des stations de dessalement de l'eau de mer tout le long de la bande côtière et d'activer le rôle de la police des eaux en charge de contrôler les champs d'utilisation des eaux dans tous les domaines et de lutter contre le gaspillage partout dans le pays. Pour ce qui est des préparatifs pour le mois sacré de Ramadan 2023, le gouvernement a été instruit de réunir toutes les conditions favorables durant ce mois sacré, de poursuivre la lutte contre la spéculation et à encourager les agriculteurs à vendre directement aux citoyens. Une réunion du Conseil des ministres consacrée également à l'examen d'un projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes. Alors, concernant justement le dessalement de l'eau de mer, le président de la République a indiqué au gouvernement de relancer et mettre en service l'ensemble des projets de stations d'épuration des eaux usées à l'arrêt au niveau des wilayas et d'élaborer un plan pour la généralisation des stations de dessalement de l'eau de mer tout le long de la bande côtière, puisque cette opération s'impose comme la solution de premier plan pour faire face au stress hydrique. Il faut savoir qu'il existe plus d'une dizaine de stations de dessalement en service dans plusieurs wilayas côtières qui produisent plus de 2 millions de mètres cubes par jour, alors que 5 autres stations seront réalisées dans le cadre d'un plan d'urgence. Reportage signé Samia Bouaroul. Face au stress hydrique qui a touché l'Algérie depuis quelques années en raison des changements climatiques, notamment avec une pluviométrie instable, le gouvernement s'est lancé dans un programme basé sur l'exploitation des eaux non conventionnelles issues du dessalement de l'eau de mer et le traitement des eaux usées. En plus des 11 unités de dessalement actuellement en service dans 9 wilayas côtières, offrant une capacité de 2,11 millions de mètres cubes jour d'eau dessalée, il a été décidé le lancement de nouveaux projets d'unités de dessalement. Une décision qui entre dans le programme eau 2021, qui est un plan d'urgence pour faire face au stress hydrique. Ces stations ont été réalisées dans des délais records, à l'exemple de la station de dessalement de bateaux cassés opérationnelle depuis le 1er avril 2022 d'une capacité de production de 10 000 mètres cubes jour. En attendant la mise en service de la station El Marsa à Rintaya qui est en phase finale et celle de Koursou qui sera réceptionnée en avril 2023.
programme d'urgence au 2021, décidé par les pouvoirs publics lors du CIM du 24 juillet 2021, consistant en la réalisation de 3 stations au niveau de Bateau Cassé, Al Marsa et Qorso, totalisant une capacité de 150 000 m3 jour. Donc nous avons au niveau de Qorso 10 000 m3 jour, Al Marsa 60 000 m3 jour et Qorso 80 000 m3 jour. 5 mégastations de dessalement d'eau de mer seront réalisées avant la fin de l'an 2024, assurant une capacité de production globale de 300 000 m3 jour avec une consommation de 100 litres par habitant. Par rapport au programme complémentaire de dessalement d'eau de mer, il a été décidé lors du CIM du 1er août 2021 et qui consiste en la réalisation de 5 nouvelles mégastations, on va dire, au niveau de Dattaref, Bijaya, Boumerdas, Tipaza et Oran. Cette politique de dessalement de l'eau de mer coûteuse, certes, a donné des résultats encourageants. D'après les experts, d'ici 2030 à 2050, l'eau dessalée assurera 50% des besoins de consommation de la population. Lors de la réunion du Conseil des ministres d'hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent sur la nécessité de développer la production locale de l'urée 46%, compte tenu de son impact positif sur l'amélioration du rendement de la production agricole et de son prix élevé sur le marché international. D'ailleurs, le complexe industriel algéro-omanais d'Arzeu de classe internationale et qui comprend, vous le savez, des unités de production d'ammoniac et d'urée, satisfait non seulement les besoins du marché national, mais il réussit également à exporter 95% de sa production. Rina Lorari. S'étendant sur une superficie de 90 hectares dans la zone industrielle pétrochimique d'Arzeu, le complexe algéro-omanais spécialisé dans la production d'urée et d'ammoniac est aujourd'hui leader à l'échelle nationale et continentale dans la production d'engrais chimiques. Grâce à sa capacité de production annuelle estimée à 2 400 000 tonnes d'urée et 1 360 000 tonnes d'ammoniac. L'urée est une matière première utilisée comme engrais azoté dans l'agriculture, alors que l'ammoniac est une matière première qui sera convertie en urée. Grâce à une main-d'œuvre technique qualifiée et une chaîne de production moderne, ce complexe a mis le cap sur l'exportation des engrais. Nous produisons 2 400 000 tonnes d'urée, dont 95% destinées à l'exportation. L'ammoniac produit est exporté vers l'étranger après satisfaction des besoins du marché national. Nous avons établi des programmes pour former les employés et universitaires au niveau de l'Institut IAP Sonatrach. Ainsi, nous aurons des ingénieurs algériens qualifiés qui remplaceront les compétences étrangères. Ce complexe vient concrétiser les stratégies de l'État visant à développer et diversifier l'investissement dans le secteur énergétique, créateur de richesses et d'emplois. En application des instructions du président de la République qui veille à accorder ou il a nouvellement créé la priorité au vu des opportunités d'investissement, Brahim Merad, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, est en visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'El Mnia. Le ministre a entamé cette tournée par l'attribution de bus de transport scolaire au profit des communes d'El Mnia et de Hassi El Garam. Et lors de la distribution des autorisations de forage et des décisions pour l'acquisition de matériel agricole dans le cadre de la mise en valeur des terres agricoles, le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'État renforce son soutien au secteur agricole, un secteur stratégique et créateur de richesses. On écoute Brahim Merad. بإمكاننا باش ننميو احنا البلاد هذه واساسا الفلاحه وكل ما يتبع الفلاحه كيكون الانتاج وافر اللي الحمد لله يكون على مستوى السوق الوطني ككل اذا تكون فيه حركيه من ناحيه الخدمات من ناحيه النقل من جميع النواحي ويكون كذلك الصناعات التحويليه المنتوج هذا ما نخليوش يتكدس لازم نفكروا كيفاه يكون التحويل تاعو كيفاه نوصلوه للاسواق على مستوى الشمال القطر وعلى مستوى حتى الخارج اذا ستكون حركيه حتما وحنا الهدف تاعنا واش هو يا اخي الابتعاد عن اقتصاد المحروقات الا المحروقات حنا وجيب لنا حنا ماذا بينا ندعموا بهم المخزون تاعنا حنا باش يخلينا في منأى عن الخارج وعن الازمات اللي من حين لاخر تحدث.
Lors de l'inauguration du siège du Trésor public de la Wilaya d'El Mnia, le ministre de l'Intérieur a mis en exergue les efforts consentis par les pouvoirs publics pour rapprocher l'administration du citoyen. On écoute Brahim Merad. كان قرار جد يعني وجيه هذا اللي خلق هذه الولايات خاصة على مستوى المساحات الشاسعة هذه حيث المسافات البعيدة حيث الظروف صعبة للمواطنين الذين يقطنون إذن هذه المساحات في صحرائنا الكبيرة في هذا البلد الخار. اليوم الحمد لله قربنا مراكز القرار من المواطنين. اليوم الحاجيات كلها يتم إذن تلبيتها هنا على مستوى حيث يقطنون يعني قطر يبقى جد محدود مقارنة مع ما كان عليه من قبل. La Chambre algérienne de commerce et d'industrie a organisé, sous le haut parrainage du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, une journée d'information sur la loi de finances 2023 ce matin, en présence de responsables des impôts, des douanes, du commerce et de la Banque d'Algérie. Cette journée vise également à informer les opérateurs économiques sur les nouvelles dispositions introduites par la loi de finances 2023 concernant les entreprises. Je vous propose d'écouter le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rzig. Concernant le budget de l'État de cette année, la loi de finances 2023 prévoit des recettes prévisionnelles de 7 901 milliards de dinars, soit plus de 4% comparativement à l'année dernière, alors que les dépenses sont de 13 786 milliards de dinars, dont 9 767 milliards de dinars consacrés aux dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est du cadrage macroéconomique, le budget est basé sur un prix de référence du baril de pétrole à $60 et un prix de marché à $70. L'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes suite à l'accident de la route mortel qui a fait 40 morts en République du Sénégal, exprimant sa sympathie et sa solidarité avec le peuple et le gouvernement de ce pays frère. Au moins 40 personnes sont décédées et 87 autres ont été blessées dans une collision entre deux bus dans la nuit de samedi à dimanche au village de Gnibi, près de Kaffrine, dans le centre du Sénégal. Suite à cet accident meurtrier, le président sénégalais Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours à partir d'aujourd'hui, parallèlement à la tenue d'un conseil interministériel sur la sécurité routière et le transport en commun. Dans l'actualité internationale également, cette déclaration exclusive à la télévision algérienne, la militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Khaya a affirmé que le colonisateur marocain avait jusque-là violé toutes les lois internationales et qu'il est aujourd'hui terrorisé à l'idée de voir les combattants et militants sahraouis réussir à arracher enfin leur liberté. Cette forte résistance le pousse aujourd'hui à durcir davantage son harcèlement contre les défenseurs des droits de l'homme et à commettre encore plus d'exactions, d'agressions, d'arrestations arbitraires et de tortures. On écoute Sultana Khaya. Je voudrais avant tout adresser un message au colonisateur marocain en tant que militante des droits de l'homme. Je voudrais lui dire que nous poursuivrons le combat jusqu'au bout. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous avons fait le choix de vivre dignement et nous devions mourir. Nous le ferons avec honneur et tomberons en martyrs avec notre dignité préservée. Je tiens aussi à pointer du doigt le mutisme retentissant de la communauté internationale devant la souffrance de tout un peuple luttant pour son droit légitime à l'autodétermination. Aujourd'hui, pour nous, c'est une deuxième guerre que nous menons depuis le 13 novembre 2020. La première guerre avait duré 16 ans. Nous subissons des attaques et des agressions au quotidien depuis 2 ans, sans interruption. Des civils sahraouis innocents perdent la vie chaque jour, sans parler du blocus médiatique qui nous est imposé afin d'empêcher la communauté internationale d'être témoin de toutes les exactions et violations commises au quotidien. Considéré comme l'un des plus grands scandales de corruption ayant secoué les institutions européennes, le Maroc Gate n'a pas fini de faire parler de lui. Dans une enquête publiée dans les éditions de vendredi à dimanche, le journal français L'Humanité épingle plusieurs personnalités de haut rang et eurodéputés soudoyés par le Marzen en contrepartie de leur silence sur la situation des droits de l'homme, notamment sur la question du Sahara occidental. Emel Bouarba. Le Maroc Gate, ce retentissant scandale de corruption au sein du Parlement européen qui a éclaboussé le Marzen, continue de faire parler de lui. Dans une enquête qui vient d'être publiée, le journal français L'Humanité revient sur la politique d'influence que déploie Rabat au cœur des institutions européennes, avec un mode opératoire consistant à soudoyer des eurodéputés en contrepartie de leur alignement sur les intérêts du régime du Marzen. Le journal L'Humanité, qui en est au 2e volet de son enquête sur le Maroc Gate, a épinglé plusieurs personnalités françaises
qualifiées comme étant des cibles privilégiées du lobbying du Marzane. Selon l'enquête, l'ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri aurait été relié de longue date au service secret marocain par l'entremise de Abdelrahim Atmoun, actuel ambassadeur du Maroc en Pologne. Celui-ci est présenté dans les auditions des enquêteurs belges comme un pourvoyeur de cadeaux aux allures de contrepartie de l'alignement de certains élus sur les positions défendues par le Maroc, en particulier sur le dossier du Sahara occidental. L'enquête évoque aussi l'implication probable d'élus français et autres personnalités de haut rang à Bruxelles qui auraient obtenu des cadeaux, selon l'aveu même de certains anciens eurodéputés. Il est question aussi de l'existence d'un club très actif d'eurodéputés toujours prêts à défendre les intérêts de Rabat. C'est le cas de l'ex-eurodéputé socialiste français Gilles Pargnoux, qui fut président du groupe d'amitié Union européenne-Maroc, visiteur assidu du royaume, couvert de décorations par le palais et qui s'est reconverti dans le lobbying, rapporte encore l'enquête. Inflexible détracteur du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, pourtant inscrit dans le droit international, l'ancien eurodéputé fut l'un des plus ardents défenseurs de l'accord agricole et de l'accord de pêche annulé par la justice européenne. Autant de preuves qui témoignent de la politique d'influence d'envergure déployée par le Marzane dans les enceintes européennes afin de s'offrir leur bienveillance et acheter leur silence concernant la situation des droits de l'homme et la question sahraoui. Hausse des prix, précarité, corruption et condamnation arbitraire, des conséquences directes de la politique hasardeuse adoptée par le régime du Marzane au détriment des intérêts du pays. Les mouvements de contestation populaire se succèdent et touchent tous les secteurs. Les Marocains investissent les rues pour dénoncer les injustices et les maux dont ils sont victimes. Le Marzane fait face à l'une des plus importantes vagues de contestation populaire de ces décennies. Raouf Hamouche. Le régime du Marzane continue de faire face à des actions de protestation et des manifestations quasi quotidiennes contre la baisse du pouvoir d'achat des Marocains. Face à une corruption gangrénant les hautes sphères de la société et du pouvoir, la plus grande association de défense des droits de l'homme au Maroc, l'MDH, dénonce les jugements préjudiciables rendus à l'encontre des citoyens marocains en tentant de mettre fin à toute forme de lutte et de protestation pacifique pour revendiquer leurs droits et libertés. La dernière en date, les infractions ayant entaché un concours d'accès à la profession d'avocat, puisque selon l'MDH, il comportait parmi ses résultats l'admission de nombreux noms proches de personnalités imminentes du gouvernement. Par conséquent, le bureau central de l'association exige l'ouverture d'une enquête impartiale sur ce scandale et appelle à tenir pour responsables les personnes impliquées, quelle que soit leur qualité et responsabilité officielle et professionnelle. Les juristes de l'association renouvellent leur demande de libération immédiate et inconditionnelle de tous les défenseurs des droits humains, l'abandon des charges retenues contre eux et la libération de tous les détenus politiques, notamment ceux du RIF, les journalistes et blogueurs en détention arbitraire. Sur un autre registre, l'association a renouvelé sa dénonciation de la poursuite de la diversification des formes de normalisation avec l'entité sioniste. La preuve en est la dernière visite d'une délégation d'étudiants sionistes dans la ville d'Agadir en vue d'établir un accord de jumelage entre la ville marocaine et Nécher de la Palestine occupée. Le comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique tiendra aujourd'hui au siège du secrétariat général à Jeddah, en Arabie Saoudite, une réunion urgente pour discuter de l'escalade des agressions sionistes contre la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine occupée. La réunion intervient dans un contexte marqué par la montée des violations sionistes contre la mosquée d'Al-Aqsa, dont la dernière en date fut la prise d'assaut de cette mosquée par un ministre extrémiste sioniste sous la protection des forces d'occupation. Deux passages dans l'émission Canal Foot diffusée hier au soir sur Canal Algérie. Le président du comité local d'organisation du CHAN 2022, Rachid Oukali, a confirmé la présence de plusieurs grands noms du football africain lors de ce tournoi continental. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms, là aussi ? Oui, on a déjà donné certains. D'ailleurs, le président de
la FIFA, Fédération internationale de football. Infantino sera officiellement ici. Exactement, il y a plusieurs légendes. Je peux citer par exemple, bon, je ne l'ai pas tous dans ma tête. Quelques-uns. Drogba, il sera là, Drogba. Adebayor, Hadj Diouf, je ne sais pas. Bon, il y aura une dizaine de stars. Est-ce que vous avez établi une liste? Oui. On a établi, je peux pas, pour ne pas. Je sais que c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Donc je préfère ne pas citer, mais il y aura une liste vraiment importante des légendes nationales. Et en prévision de cet événement majeur qu'abritera l'Algérie, les imprimeries sont à pied d'œuvre. Il s'agit là d'embellir les 4 stades réservés à ce tournoi, à travers notamment des affiches haute qualité. L'exemple ce midi du côté d'Oran est l'occasion aussi pour les jeunes talents algériens de montrer qu'ils sont à la hauteur des exigences demandées. Sophia Maknin et Mejda Diahmoun. Les yeux rivés sur leur écran d'ordinateur, ces techniciens font appel à leur créativité pour créer des designs graphiques uniques qui seront par la suite imprimés sur des affiches destinées à être exposées dans les stades abritant le Chan 2022. Hana Haddou Meriem effectue les dernières retouches pour finaliser l'affiche qui ira décorer le stade Miloud Hetfi à Oran. Le travail de design et l'impression offset que nous effectuons répond au cahier de charges élaboré par le comité organisateur de la 7e édition du Chan 2022. Nous espérons que les affiches plairont au public. Dans cette immense imprimerie offset unique au niveau national, les pièces réalisées sont d'une longueur de 30 mètres et d'une largeur de 4 mètres. Une fois prêtes, elles seront affichées dans les 4 stades réservés à ce championnat. Notre produit est 100% algérien. La qualité de l'impression de haute résolution atteignant les 1600 BPI et nos affiches sont ininflammables. Nous avons déjà collaboré avec des manifestations sportives, notamment les Jeux méditerranéens organisés à Oran. Actuellement, nous sommes à pied d'œuvre pour réaliser les affiches du Chan 2022. Nous sommes également prêts pour quelconque défi au niveau national et régional, car nous avons la parfaite maîtrise de l'impression offset. Cet événement continental majeur est une occasion à saisir pour les créateurs algériens. C'est aussi une chance pour les jeunes talents de se démarquer et montrer qu'ils sont à la hauteur de ce type de défi. Vous le savez, le championnat d'Afrique des Nations arrive à grands pas. Nous ne sommes plus qu'à 4 jours du début du tournoi. Les infrastructures sportives et hôtelières à travers le pays sont prêtes à accueillir les différentes rencontres. L'exemple à Constantine, la ville du Vieux-Rocher n'aura aucune difficulté à héberger dans les conditions idéales, bien sûr, les délégations qui y poseront leurs valises. D'autant plus que la population appelle à faire preuve de fair-play lors des rencontres. Ismaël Ben Khaïdia. La ville des Ponts est fin prête pour accueillir le Chan 2023. Un événement footballistique majeur qui verra les invités de l'antique Cirta séjourner sur le Vieux-Rocher. 3 fois millénaire, l'antique Cirta ne manque pas d'arguments touristiques et culturels pour recevoir ses invités africains dans les meilleures conditions. Nous veillerons à accueillir au mieux nos invités et que ce championnat soit une réussite. Nous réservons un accueil chaleureux à nos frères africains. En tant que citoyens conscients et responsables, nous devons écouter et respecter les hymnes nationaux des autres pays africains lors des débuts des matchs. J'aimerais que le peuple algérien soit respectueux et fair-play afin de bien représenter notre pays. Bienvenue aux hôtes de Constantine et de l'Algérie. Nous attendons cet événement sportif depuis longtemps et espérons que tout va bien se passer. Je souhaiterais que les supporters algériens soient responsables et veillent à véhiculer une belle image de notre pays. Le stade Chahid Hamlaoui sera le théâtre des confrontations des équipes du groupe C ainsi qu'un match de quart de finale. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre journal météo avec Amal Aribi. Je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie.